Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous accueillir en direct de Spa-Francorchamps pour vivre les 1000 km de Spa. Une après-midi qui sera presque entièrement consacrée au sport automobile sur la 2. Puisqu'aux alentours de 14h30, nous prendrons également la direction d'Hockenheim pour la première manche DTM. Championnat de tourisme allemand. Ce sera en compagnie de Gaëtan Vigneron et Thierry Tassin. Les 1000 km de Spa, on y vient. On en parle avec Marc Duet qui va nous accompagner tout au long de cet après-midi. Bonjour Marc. Bonjour Olivier. Alors c'est d'abord la première épreuve d'un championnat qui s'appelle Le Mans Endurance Series, un championnat qui vit sa deuxième saison et quelque part c'est un peu la renaissance à nous sport proto après quelques années difficiles. Tout à fait, avec l'engagement d'usines comme Audi, avec des constructeurs anglais qui sont bien compétitifs, en plus de Pescarolo Sport. Donc c'est des prototypes de très très haut niveau qui donnent un spectacle vraiment digne d'une grande qualité, avec des pilotes, des anciens pilotes de Formule 1, avec des pilotes d'endurance confirmés. En plus de ça, avec des GT de calibre de Ferrari, de Porsche, de Saline, on a vraiment un tout beau plateau ici et le spectacle va être grandiose. Et pas mal de public aussi aux abords du circuit de Spa-Francorchamps. On vient de voir la Pescarolo de Stefano pas de Stefano Tali, la Pescarolo qui a réalisé la pole position et à son volant c'est Emmanuel Collard pour la deuxième place. Gros plan sur Nicolas Minassian, le français, associé à Campbell Walter, le britannique. Ils conduisent un prototype anglais qui a été développé l'an passé et qui est vraiment compétitif maintenant. Et Nicolas Minassian et Campbell Walter sont deux pilotes dont Minassian était aux portes de la Formule 1. Il a été champion en Formule 3000, il a roulé aux États-Unis en IndyCar, en kart, pardon. Et Campbell Walter est un grand spécialiste du GT, c'est lui qui a battu souvent les Vipers avec la Lister. Donc c'est comme ça qu'on le connaît un peu, ce sont des pilotes vraiment confirmés. Et puis qui avait réalisé la pole l'année dernière et qui avait terminé d'ailleurs à la 3e place. C'était en 2004 et c'était il y a 7 mois. L'année dernière, Spa a fermé quelque part le championnat Le Mans Series. Cette année, il l'ouvre. Un mot peut-être, Marc, aussi sur les conditions climatiques. On est à Spa. Ça va être difficile, choix de pneus difficile. Il fait sec, il fait humide, il y a du brouillard. Exactement, ça va être un choix de pneus crucial parce que comme il ne pleut pas, mais la piste est humide et l'humidité est permanente. Donc le choix de pneus va être un choix ou bien risqué ou bien conservateur. Conservateur, ça veut dire des mixtes et risqué, ça veut dire un slick gomme tendre. Mais lorsqu'on dit gomme tendre, ça veut dire un arrêt un peu plus rapide, un peu plus tôt que prévu. Donc ça permet maintenant, ça va énerver un peu les team managers et ça va donner un souci supplémentaire à toutes les équipes. 47 voitures au départ, on sait que c'est une épreuve de 1000 km. Quelque part c'est de l'endurance, mais ce n'est pas non plus une épreuve de 24 heures, donc c'est un peu un sprint aussi. Exactement, comme vous dites, c'est un sprint de 1000 km avec une cadence qui va être très élevée puisque on n'a pas droit à l'erreur de quoi que ce soit, donc ça va être un gros sprint. Et puis les voitures se tiennent de très près en pôle, donc la numéro 17, la Pescarolo de Bouillon, Collard, Coma, avec quelques dixièmes d'avance sur la Zytek de Nicolas Minassian et de Campbell Walter. En 3e place, on retrouve une autre Zytek. Celle-là est confiée à Shimoda Nielsen Elgard. Et puis en 4e position, l'Audi R8 d'Ortellier de Goudon. Audi, c'était la voiture à battre l'année dernière. 51 victoires depuis que l'Audi R8 existe. Maintenant, il y a eu un changement de règlement qui les handicape un peu. Voilà, il y a un handicap pour cette voiture au niveau d'une bride beaucoup plus petite que les autres, un lest de 50 kg et 10 litres de moins dans le réservoir, de manière à équilibrer, si vous voulez, les chances de tous les acteurs de cette course. C'est un peu dommage pour Hugues de Chonac qui arrive avec son Team Oreca alors que la voiture est pénalisée, mais sinon c'est une équipe tout à fait professionnelle qui aura encore son mot à dire sur cette distance de 1000 km. On verra, ils sont un peu pénalisés en ligne droite à cause de leur bride beaucoup plus petite et ils devront s'arrêter un peu plus tôt que les autres pour ravitailler. Voilà, on est parti pour le Tour de Chauve avec d'emblée quelques petits soucis pour la Courage C65 Motorjet. C'est Harald Prima, le français, qui est au volant de cette voiture. Et puis problème également pour la Ferrari 575 GTC. Qui est bloqué dans les stands. Évidemment, ce n'est pas le meilleur départ possible pour une épreuve de 1000 km. Cette voiture a déjà eu des soucis aux essais. Il y a une sortie de route et il leur manquait des pièces qui sont arrivées très tard.
Donc peut-être que c'est encore le résultat d'essais perturbés. Marc, on le voit sur les images, la visibilité est un peu réduite. Est-ce que le brouillard peut gêner des pilotes en sport proto comme ça? Le brouillard gêne à partir du moment où il y a des grosses différences de vitesse entre les sports prototypes et les GT, les GT comme les Porsche par exemple. Donc le pilote de GT peut être surpris au dernier moment d'être dépassé par un prototype qu'il n'aura pas vu. C'est le genre de conditions qui peut amener ce genre de problème. Mais en dehors de ça, là, on voit quand même où on va, on voit où on met les pieds. Mais on a eu des soucis juste avant les 1000 km ici. La course de Formule 3 a été annulée parce que les conditions étaient trop difficiles. Voilà. Mais ici, toutes les voitures roulent avec leurs phares obligatoirement. Donc c'est déjà un repère. En cas de problème, est-ce qu'on peut imaginer de toute façon l'intervention du Pescar pour un peu ralentir tout le monde? Je pense qu'ils devront sortir si jamais les conditions seront encore pires que maintenant, un petit peu de safety car, mais je pense que le temps va un peu se dégager. Bon, peut-être encore sur les performances de ces protos. On a tourné aux essais en 2.6 et une vingtaine de secondes plus long qu'une Formule 1, donc c'est quand même très performant comme style de voiture. C'est très performant, on ne doit pas comparer. La Formule 1, c'est quand même le sommet au niveau de la performance en sport automobile. Il faut voir un prototype ici qui est quand même beaucoup plus lourd et qui est moins puissant. Donc ces voitures très très performantes bien sûr, qui vont aussi vite en ligne droite que les F1, mais qui freinent un peu plus tôt et qui ont une vitesse de passage en courbe un peu moins rapide. Mais 2.6 à Francorchamps, c'est quand même très très impressionnant. Voilà les voitures qui tout doucement vont partir à l'assaut de ces 1000 km de Spa, 6 heures maximum, si les bolines ne parviennent pas à justement franchir le cap de ces 1000 km en déant le temps imparti. Départ lancé comme à son habitude dans les épreuves d'endurance. On arrive à la chicane avec la Pescarolo Sport, toujours de Bouillon, Collard et Coma. C'est Emmanuel Collard qui est au volant, Minassian sur la Zytek. John Nielsen sur l'autre, Dan Blavis, Zytek. La Zytek officielle numéro 15. Donc le safety car ralentit pour grouper tout le monde. Ici, on profite une dernière fois de chauffer un petit peu ces pneus, mais ils vont se mettre vraiment en configuration départ dans la ligne droite qui précède la source. Il faut que tout le monde soit bien groupé de manière à ne pas faire des trous dans la grille. Alors on va assister donc à ce départ lancé des 1000 km. On se souvient l'année dernière, ça avait été tendu entre une Audi R8 et la Zytek du team Création Sport. Une petite touchette à l'entame du raidillon, on va voir ce qu'il en est ici. Vous voyez, il y a certains endroits du circuit comme à la source où il y a plus de brouillard qu'à d'autres endroits. Donc on aura parfois un peu de difficulté à reconnaître les voitures et il faudra nous en excuser à l'avance. Il faudra ouvrir les yeux, c'est une certitude. Le Pescar toujours. Le problème actuellement, c'est de rouler doucement comme ça, c'est les moteurs qui chauffent parce qu'il n'y a pas d'aération. Mais tout le monde a l'air d'être bien en rang. Allez, la source, c'est parti. 47 voitures pour le départ de ces 1000 km de Spa édition 2005. La pole pour la Pescarolo. Deuxième place pour la Zytek de Nicolas Minassian. Voilà, le départ est lancé, c'est parti pour 1000 km, maximum 6 heures de course. On va voir le premier virage, le raidillon. Avec les voitures de tête, il faudra attendre le freinage des courbes pour voir qui a pris le meilleur départ. Apparemment, c'est la Pescarolo qui est toujours devant. Et derrière, on tente de se faire une place. Il est inutile de s'exciter, la course est longue, mais une seconde de perdu au premier tour, c'est une seconde de perdu de toute façon. Donc il est impératif d'être tout le temps concentré et de donner le maximum de manière à perdre le moins de temps possible. Donc Pescarolo, la Pescarolo en tête, ça paraît être une certitude. Puis derrière, c'est un peu plus compliqué. L'Audi est en seconde position. L'Audi R8 du team Oreca avec nos compatriotes comme directeur sportif. Il s'agit de Pierre Dieudonné, lui aussi un spécialiste de l'endurance. On l'a vu au Mans, on l'a vu ici à Francorchamps où il s'était imposé, notamment en 1980. C'était au volant d'une Mazda, donc il connaît très bien l'endurance et il s'occupe maintenant des intérêts de cette Audi R8 qui occupe
la deuxième position. Voici Vincent Voss avec la voiture numéro 36. Vincent Voss a fait le second temps en LMP2 à 5 centièmes de la Lola. Donc il est tout à fait dans le coup et ça fait vraiment plaisir de voir un compatriote comme ça à l'avant du plateau. Vincent Voss, il fait partie des 9 Belges engagés dans ces 1000 km de Spa. On retient aussi bien Vanina X qui fait ses premiers pas en proto. C'est le cas aussi pour Vincent. La difficulté principale lorsqu'on atterrit dans un proto, c'est quoi? Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de faire des essais libres, de se mettre vraiment en condition. On découvre tout, on découvre la voiture, la vitesse et sur le circuit de Francorchamps. Donc il y a un temps d'adaptation qu'on essaie de rendre le plus court possible. Et on tombe face à des professionnels, à des gens qui sont habitués de rouler dans ces voitures-là. Donc la comparaison est un peu difficile. Il ne faut pas tirer des conclusions au niveau de la performance parce que ce genre de voiture mérite vraiment de l'habitude. Vous avez vu les voitures qui sont assez nerveuses parce que je pense qu'ils sont en slick sur un sol humide. Donc les voitures sont très puissantes aussi. On parle de 500-600 chevaux sur des voitures légères. Lorsque la piste est humide avec des slicks, c'est très difficile à gérer et les pilotes sont prudents quand même. Voilà, la Zytek de Nicolas Minassian qui occupe la 5e position, qui est un peu rétrogradée. Un début d'épreuve peut-être un peu difficile. Et il faut voir qui a choisi quoi au niveau des pneumatiques. Et au niveau de la quantité d'essence aussi, il y a un choix à ce niveau-là. Tout ça, tout à fait, oui. La Pescarolo déjà devant avec déjà 2-3 bonnes secondes d'avance sur l'Audi qui est piloté actuellement par Ortelli, l'Audi R8. 3e place pour la Lister. La Lister de Jan Magnussen, qui est une voiture anglaise assez nouvelle finalement. Elle a presque 1 an et c'est une voiture qui a été vue pour la première fois l'an passé aux essais des 24 heures du Mans, qui était pilotée notamment par Vincent Voss, mais qui a abandonné très vite sur sortie de route de Campbell Walter. C'est une voiture très très efficace, qui est un peu bizarre, elle sort un peu de l'ordinaire, elle a des ailes très hautes devant. Elle est un peu monstrueuse comme ça, mais très efficace. La voici, c'est Jan Magnussen, qui est un ancien pilote McLaren Formule 1, qui est au volant de cette voiture. Jan Magnussen est un champion d'endurance aussi. Donc des voitures extraordinaires, des pilotes extraordinaires et quelque part pour toutes ces équipes, pour tous ces teams, Francorchamps c'est une belle répétition avant les 24 heures du Mans le 18 et le 19 juin prochain. Tout à fait, c'est une répétition, mais c'est quand même les 1000 km de Francorchamps, c'est une des plus belles épreuves de l'année. Donc on ne compare pas. Francorchamps, celui qui gagne les 1000 km de Francorchamps, eh bien, il en est très fier le lundi matin, il peut en parler à tout le monde, alors qu'ils vont sur des circuits parfois beaucoup moins glamour, si vous voulez. Le circuit de la saison, c'est Monza, Nürburgring. Voilà. On fait un petit tour du côté d'Istanbul aussi. Voilà, donc Francorchamps et les 24 heures du Mans, c'est 2 épreuves historiques. On arrive tout doucement à la fin du 3e tour. Toujours la Pescarolo de Bouillon en tête. Dernier tour couvert en 2 minutes et 27 secondes. 4 secondes devant l'Audi d'Ortelli. Et puis à 6 secondes, on retrouve la Lister de Magnussen. Les écarts qui commencent petit à petit à se faire avec gros plan ici sur la Lister, toujours avec quelques mètres d'avance sur la Zytek, pilotée par Nicolas Minassian. John Nielsen sur la seconde. Zytek, et puis c'est la Dome numéro 5, un team japonais sur lequel on retrouve un pilote Hara qui s'est imposé ici il y a 2 ans en 1000 km et qui a déjà remporté les 24 heures du Mans, c'était l'année dernière. Avec l'Audi, avec Tom Christensen, donc c'est un pilote japonais qui a beaucoup d'expérience en sport prototype. Et il est suivi par la voiture qui sera pilotée tout à l'heure par Vanina X. La Dallara numéro 18. On voit pas grand chose. Il faut savoir que les 1000 km de Francorchamps et le règlement LMES ont la particularité, comme les 24 heures du Mans, de proposer plusieurs courses dans la course avec les prototypes LMP 900 qui sont des voitures très puissantes, ensuite les LMP2 un peu moins puissantes, un peu pénalisées au niveau des brides, au niveau des pneumatiques.
Et ensuite de ça, vous avez les GT. Les GT qui sont des voitures comme les Ferrari 550, 575, les Saline, des Viper. Ce sont des voitures qu'on voit notamment aux 24 heures de Francorchamps ici. Et on a tout ce beau plateau mélangé, ce qui donne aux spectateurs l'occasion de voir plusieurs courses dans la course. On parlait performance tout à l'heure, Marc, une LMP1, c'est quoi, plus ou moins 900 kg, un peu plus de 500 chevaux? Voilà, donc ça fait 600 chevaux, une LMP2 ça en fait 550. Et ensuite de ça, vous avez les GT qui font aussi 500 chevaux, ensuite les Porsche qui arrivent à 450 chevaux, donc il n'y a rien en dessous de, dirons-nous, 450 chevaux au départ de cette course de 1000 km. Une chose impressionnante aussi avec ces voitures, c'est leur passage en courbe, mais ça va très très vite. Et tout à fait, ça va très vite, surtout que le circuit de Francorchamps se prête tout à fait à ce genre de voiture, des grandes courbes très rapides. Mais ici, vous voyez le virage de blanchiment, c'est un virage qu'on prend normalement à fond. Mais comme la piste est humide et que l'équipement pneumatique est un compromis maintenant, n'est pas l'équipement idéal pour ce genre de courbe, les pilotes rétrogradent, donnent un petit coup de frein avant cette courbe très impressionnante. C'est pour ça qu'il y a un écart de temps terrible. En roulant 2,22 maintenant, ça fait quand même 14 secondes moins vite que le temps des essais. Voici Vincent Voss. Vincent Voss qui occupe la 9e place au général à l'heure actuelle, premier équipage en LMP2. Oui. Vincent évidemment qui connaît le circuit de Spa-Francorchamps comme sa poche. Il le connaît et je vous signale quand même qu'il a gagné la course de Belcar ce matin et hier aussi, donc il a déjà 2 victoires ce week-end, plus l'excellent temps qu'il a fait aux essais. Et maintenant il confirme en étant le premier déjà de l'équipe Belmondo et ensuite de ça il est devant en tête de la catégorie LMP2. Ce n'est pas la première fois que Vincent Voss roule avec l'équipe Belmondo, on l'a déjà vu ici en FIA GT notamment. Parfait, on a roulé ensemble à l'époque chez Paul et c'est vraiment un ami de la famille Belmondo et il est bien récompensé. C'est Paul Belmondo lui-même qui lui a demandé de rouler dans cette voiture-là. C'est un tout bon programme pour Vincent. Et ici, il est en train de montrer à tout le monde qu'il mérite sa place dans ce genre de course, d'endurance, au volant de voiture qu'on n'était pas habitué à le voir conduire. Alors il va rouler avec Claude-Yves Gosselin, un français qu'on connaît bien, qui roule pratiquement tout le temps chez Belmondo. Et puis aussi Karim Ojei, on connaît peut-être mieux un membre de sa famille. Oui, c'est le frère de Mansour Ojei qui était des bailleurs de fonds, si vous voulez, des amis de Ron Dennis, qui a permis à Ron Dennis de monter en Formule 1 et qui est le propriétaire créateur de TAC ER. Donc c'est quelqu'un qui est passionné de sport automobile et qui a aidé beaucoup certains teams. Et ici son frère est au volant de la voiture que pilote Vincent Voss pour l'instant. Le problème, vous voyez, de ces équipes, c'est qu'il y a parfois un décalage entre le premier pilote et le deuxième ou le troisième, puisqu'il s'agit souvent de gentleman drivers. Je pense que Vincent Voss est en pneu pluie, parce que la voiture a l'air de bouger un peu. Et il cherche un peu la pluie pour refroidir cette pneumatique. Ceci dit, pour Vincent, c'est le bon choix apparemment, puisqu'il occupe la tête dans sa catégorie, la LMP2, on le rappelle, avec 7 secondes d'avance sur la MG de Erdos. Donc c'est bien parti pour Vincent, bien parti aussi pour la Pescarolo de Bouillon qui occupe la tête au classement général, alors qu'on court maintenant depuis un peu plus de 5 minutes. Ah non, que dis-je, un peu plus de 12 minutes, pardon. Toujours le même rythme imprimé par cette voiture de tête. La numéro 8, justement, c'est la Dallara que pilotera tout à l'heure Vanina X. C'est son équipier Barf, pour le moment, qui est au volant. Ils occupent la 10e position. Déjà à 50 secondes des leaders. Donc, le train imposé par la Pescarolo est quand même relativement impressionnant. Oui, la Pescarolo, il faut savoir que c'est la favorite du championnat. Et ils ont fait beaucoup d'essais hivernaux. Et ils partent d'une base qui est connue. C'est une voiture qui est évoluée par rapport à l'an passé. Ce n'est pas une nouvelle voiture, c'est une évolution du modèle de l'an passé. Donc l'équipe est une équipe confirmée. Le moteur, c'est un Judd, c'est le moteur le plus puissant, le plus performant qu'il y a en endurance. Ensuite de cela, vous avez
le fonctionnement des deux pilotes qui vont aussi vite l'un que l'autre. Alors là, on nous emmène dans la voiture de Didier André, la courage du team Belmondo. La deuxième courage engagée par Paul Belmondo. C'est quand même des images assez impressionnantes. Et avec pour eux, le brouillard qui est là sur le circuit de Francorchamps. Voilà, on se met un peu à la place du pilote et on remarque que ces prototypes sont des voitures très très stables, qui sont collées à la route, qui ne roulent pas, qui n'ont pas de roulis. C'est quelque chose de bien plat tout le temps. Ici, il arrive dans double gauche de Bruxelles, il sort double gauche de Bruxelles. Il y a des virages un des plus rapides du circuit de Francorchamps avec le Rédillon et Blanchimont. C'est peut-être aussi un des virages les plus impressionnants avec ce type de voiture. Oui, oui. C'est toute cette nouvelle portion, comme on appelle encore, c'est une portion qui a été dessinée, qui n'est pas tout à fait naturelle, donc qui implique un réglage idéal des voitures, et c'est lorsqu'on a une voiture mal réglée, on le ressent vraiment dans toute cette portion, dans toute cette descente. Alors la deuxième courage du team Belmondo qui occupe la 13e position actuellement, à 28 secondes des leaders. Elle tourne en 2 minutes 33. On va tout doucement arriver. Voici dans le virage de Blanchimont. Avec un dépassement. Il est midi et pratiquement 18 minutes. On va tout doucement prendre congé de nous. On se retrouvera aux alentours de 14h, 14h10 pour être précis, pour un nouveau point sur ces 1000 km de Spa. Et puis n'oubliez pas 14h30, direct aussi avec le DTM. Gaëtan Vigneron, Thierry Tassin seront en Hockenheim pour vous commenter cette première manche de tourisme. On se quitte ici avec un premier point, donc la tête pour la Pescarolo de Bouillon avec 10 secondes d'avance sur l'Audi numéro 4 d'Ortelli. 3e place pour la Zytek de Nicolas Minassian, 4e place pour la Lister de Yann Magnussen. Voilà pour les 4 premiers. On se retrouve donc dans un peu moins de 2 heures, 14h10 pour la suite de ces 1000 km de Spa. A tout à l'heure. De retour aux 1000 km de Spa, un peu plus de 2 heures de course, 2 heures et 5 minutes pour être précis, avec un gros plan sur la Porsche 960 GT3R de Jonathan Cocker qui passe par les stands marques. On fait un rapide point de la situation, devant pas de changement, c'est toujours la Pescarolo de Collard qui mène la danse. Exactement, il y a eu des conditions un peu difficiles au niveau de la visibilité, mais en plus de ça de l'humidité, donc la majorité des concurrents sont partis avec des pneus pluie. Au premier arrêt, ils ont mis du mixte ou du slick, et aussi bien la Pescarolo que l'Audi de Ortelli ont monté immédiatement des slicks, et ils ont eu un petit avantage comme ça sur la concurrence. Donc en gros, c'était plus prudent de partir des pneus pluie au moment du départ, puisque la piste était vraiment grasse. Ensuite de cela, ça a séché avec fatalement un nombre de voitures qui passent tout le temps au même endroit. Et voilà, maintenant on arrive après 2 heures de course à une situation plus ou moins normale. Alors on voit qu'ici il y a une Porsche qui a quelques soucis, une autre a eu des soucis, c'est celle de notre compatriote Eric Van de Poel qui depuis le départ et depuis ce matin, même depuis le warm-up, a connu des problèmes, et donc ça n'est fini pour lui. C'est dommage parce qu'on avait besoin de voir Eric, et ça nous fait toujours plaisir de le revoir en piste, et bon, ici il n'avait pas le matériel qu'il méritait d'avoir, et c'est la course, voilà, il a abandonné. Alors qu'on nous montre quelque part un aperçu de la hiérarchie en GT2 avec une autre Porsche qui elle rentre dans les stands. On a beaucoup de brouillard à certains endroits, mais à d'autres c'est bien clair. Donc la direction de course prend ses responsabilités. Elle a mis longtemps le safety car à cause justement des conditions dantesques qu'on a vécues. Mais maintenant tout paraît rentrer plus ou moins dans l'ordre. C'est certain que c'est pas l'idéal, mais ça se déroule plus ou moins bien pour l'instant. C'est ça aussi Francorchamps, des conditions difficiles. Il faut s'adapter à tout ça, et en tête donc la Pescarolo de Collard. Elle possède à présent un peu moins d'un tour d'avance sur la Zytek. La Zytek de John Nielsen qui apparaît à l'écran maintenant, qui a été pilotée depuis le départ par John Nielsen, qui n'a pas encore changé. Il est resté au volant depuis le début, il fait un excellent relais, un excellent premier relais. Donc Nielsen est le plus rapide des 3 pilotes engagés sur cette voiture, donc il profite au maximum de sa performance pour rester au contact de la Pescarolo qui va lui mettre un tour. Elle arrive déjà derrière lui.
Donc la voiture Pescarolo de Collard et Bouillon tourne comme une horloge, s'est arrêtée au bon moment et a profité, si vous voulez, de la bagarre derrière pour prendre de large. Nielsen le plus rapide de cet équipage, il y a aussi Elgard qui roule dans le championnat danois de tourisme, et puis bien Shimada, on ne connaît pas vraiment le japonais. Oui, et voilà, donc c'est un équipage, c'est des gens qui se connaissent bien, mais dans tous les équipages, il y en a toujours un qui va plus vite que les autres, et il se fait qu'ici c'est Nielsen. Une voiture qui avait connu un petit souci l'année dernière avec une sortie, on s'en rappelle, au sommet du Rédillon. Une sortie assez impressionnante d'ailleurs. Pour le moment tout va bien pour cette Zytek de Nielsen en deuxième position à moins d'un tour, 25 secondes exactement par rapport à la Pescarolo de Collard qui caracole toujours en tête et qui gère magnifiquement bien sa course pour l'instant. Il faut remarquer que la trajectoire est sèche, mais à côté c'est un peu humide, donc les dépassements sont très délicats. On a une adhérence idéale sur la trajectoire. Par contre, lorsqu'on doit dépasser ou lorsqu'on doit quitter un peu cette trajectoire, on arrive dans des situations où on a beaucoup moins d'adhérence et il faut être très très prudent. Regardez ici, on dit en légère dérive à la sortie de la source. La piste est encore, tout comme l'ambiance est humide ici à Spa avec le brouillard. Il ne pleut pas, mais on n'a pas une adhérence idéale. L'Audi conduite pour le moment par Ortelli, Stéphane Ortelli, elle occupe la troisième position à un peu plus de 2 minutes des leaders. On avait dit que c'était difficile pour l'Audi avec le changement de règlement, il y a un peu plus de poids, une diminution de puissance et c'est donc difficile d'essayer de se battre notamment avec la Pescarolo de Collard. Ceci dit, ça se passe plutôt bien. On compte sur la fiabilité du côté de Pierre Dieudonné, le directeur sportif de cette écurie, et puis aussi sur l'expérience de deux sacrés pilotes, Stéphane Ortelli notamment, 35 ans, il a été champion du monde en FIA GT, c'était en 2002-2003 et puis il connaît bien le Mans puisqu'il a participé 8 fois aux 24 heures du Mans. Et il a gagné les 24 heures de Francorchamps ici, il faut le souligner aussi, il y a 2 ans. Donc c'est quelqu'un sur qui en qui on peut faire confiance. Associé à Jean-Marc Gounon qui a une pointe de vitesse phénoménale, aussi un grand spécialiste de l'endurance qui a été pilote de Formule 1 quelques temps. C'est des références, en plus avec l'expérience et l'équipe rodée Oreca. C'est une voiture qu'il ne faudra pas oublier dans quelques heures à l'arrivée parce qu'elle est peut-être un peu moins puissante à cause de la bride qu'on leur a posée. Elle est plus lourde, on leur a mis 50 kg de lest et un peu moins d'essence. Ils ont 10 litres de moins. Par contre, ils ont fait un tour de plus que la concurrence. Sur le nombre d'arrêts, ça va pouvoir peut-être payer plus tard. Donc je pense qu'il faudra tenir compte du fait que l'Audi fait un tour de plus que chaque concurrent direct. Et lorsqu'il faut encore compter 3 arrêts, ça peut peut-être compter dans la balance puisqu'il faut savoir qu'à Francorchamps, un arrêt au stand est pénalisant puisqu'on a besoin pratiquement d'1 minute entre l'entrée et la sortie des stands. Voilà, avec un petit souci, la si MG je m'abuse, de Erdos qui était en tête du LMP2 à un bon moment. Et là la course se termine sans doute ici pour Thomas Erdos, le pilote brésilien. Lui aussi une bonne pointe de vitesse. C'est la nouvelle Lola qui a montré tout de suite une performance impressionnante. C'est une voiture qui est préparée par Ray Mallock. Ray Mallock est un grand spécialiste des sports moto, qui fait aussi des salines, qui fait les Chevrolet en championnat du monde de tourisme. Pour remarquer que cette voiture n'est pas très bien mise pour l'instant et la position un peu dangereuse. Les commissaires vont essayer de la mettre sur le côté parce qu'elle représente un danger d'abord pour son pilote et elle est dans pratiquement la trajectoire idéale. On revoit John Nielsen ici qui est toujours au volant de la Zytek en deuxième position dans le brouillard. Donc 3 voitures qui se tiennent toujours en un tour. La victoire devrait se jouer entre ces 3 LMP1 là. Oui, logiquement, oui. Il faut voir aussi, il faut savoir que la Lister a perdu beaucoup de temps. Elle s'est arrêtée à un mauvais moment, donc elle a été pénalisée aussi et elle était dans le coup avec eux. Nicolas Minassian, qui était 3e à un long moment, a dû s'arrêter pour des ennuis d'alternateur, donc il a perdu le contact avec la tête aussi, puisque maintenant il se retrouve 10e. Alors il y a des pilotes très réguliers, notamment la Courage André qui est maintenant 6e au général et qui est en tête de la catégorie LMP2. Oui, c'est une place alors qu'on voit un équipage belge, la 73,
la Porsche Lambert Lefort Lambert avec Lefort. Marcus Paltala en troisième pilote. Le Finlandais de peine. Finlandais de peine, ils font une course très régulière, ils font des arrêts au stand très efficaces, ils ne perdent pas de temps et ils sont bien dans le coup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Par contre, quelqu'un qui n'est plus dans le coup, et c'est dommage parce qu'il était en début de course, c'est Vincent Voss aussi sur la voiture Belmondo. Il occupait la tête en LMP2 et puis des petits soucis mécaniques. Oui, des soucis d'alternateur. Une fois de plus, il faut savoir que ce sont des voitures neuves avec des moteurs neufs aussi. Enfin, des moteurs bien sûr neufs, mais qui n'ont pas encore été vraiment testés sur de longues distances. Et les accessoires à côté dans des conditions pareilles, comme l'alternateur, tout ce qui est câblage électrique, et tout souffre un peu. Donc, ils ont été victimes de problèmes d'alternateur et ils ont perdu beaucoup de temps. Mais la voiture est toujours en course. Alors on s'attarde toujours sur la Zytek de Nielsen qui est un peu engluée dans le trafic. Là, le trafic à Francorchamps, c'est aussi quelque chose qu'il faut gérer parce qu'il y a des différences de vitesse assez nettes entre les GT et les MP1 notamment. Oui, exactement. Il y a des différences de vitesse, mais c'est une grande piste. Et il y a beaucoup de dégagement, beaucoup de visibilité, pas peut-être moins aujourd'hui, mais les dépassements à Francorchamps sont moins un problème qu'au Mans par exemple. C'est certain qu'il y a des différences de vitesse assez impressionnantes entre les meilleurs LMP1 et les petits GT, mais tout le monde a l'air de vivre bien avec tout le monde et ça se passe bien. C'est le manager de Erdos qui va expliquer qu'il est triste. Ah oui, qu'il est manifestement inquiet puisque sa voiture est arrêtée quelque part sur le circuit. C'en est fini pour cet MG Lola. En tout cas, si elle pourra repartir, ce sera dans les profondeurs du classement. Philippe Barker, le team manager donc. Si on fait le point aussi en LMP2, on le rappelle, c'est la Courage Belmondo de Dominique André qui occupe la 7e position, première place. Qui roule avec Paul Belmondo. Avec Paul Belmondo d'ailleurs. En GT1, la meilleure place pour la 52, ce n'est pas une surprise. Golin sur la Ferrari, les habitués des premières places. Une équipe BMS Scuderia Italia, dont la réputation n'est plus à faire bien sûr. Cette voiture a gagné les 24 heures de Francorchamps l'année passée. Alors que les soucis ne sont toujours pas résolus, ce sera l'abandon pour la MG numéro 25. Le pilote essaie encore de trouver une solution pour repartir, pour la remettre en marche, mais apparemment ça ressemble à de l'électrique ou de l'électronique. Et je pense qu'il aura beaucoup de peine à rejoindre les stands par ses propres moyens. Marc, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit retour en arrière. On s'est quitté tout à l'heure, il s'est passé pas mal de choses, notamment quelques sorties aussi. Je vous propose de revoir tout ça. On va lancer les machines, si je peux dire, pour revivre certains moments importants. On en a parlé tout à l'heure. Ce sont les problèmes de Vincent Voss. Dommage. Vincent, première apparition en proto à Francorchamps. Il se débrouillait très bien. Très rapide. Malheureusement, souci d'alternateur et puis quelques petites touchettes. Notamment avec l'Audi, c'est l'Audi de Ortelli qui a eu un petit accrochage avec une Porsche. Apparemment, c'était Gounon au volant. Alors, qui est coupable dans ce... C'est un fait de course. Dans des accidents comme ça. Ça arrive. Il a été surpris par l'Audi qui venait beaucoup plus vite. Beaucoup dans ses rétros, il n'a pas pu réagir. Et puis voilà le principal fait de course peut-être depuis le début de la compétition, c'est ça. C'est cette sortie impliquant une Ferrari. Et puis après c'est strike derrière. C'est le grand strike avec Thomas Engue, une Porsche qui ont été tous surpris d'un freinage violent devant eux. Et donc la collision a été... Alors, Pierre Delettre, le directeur de course, a décidé, à juste titre d'ailleurs, de sortir le safety car pendant une bonne vingtaine de minutes. Maintenant, c'est reparti, les choses rentrent plus ou moins dans l'ordre. Donc voilà les principaux incidents lors de ces 2 premières heures de course. Il n'y a pas eu de blessés, c'est simplement de la tôle. La tôle froissée. Donc le principal perdant, on va dire, en tout cas dans la course pour les premières places, c'est le team Jota, la numéro 9, la Zytek, qui là aussi perd toute illusion dans l'aventure. On nous emmène en embarqué maintenant. Ferrari 360 Modena de Fabio Babini. C'est marrant de voir une petite Modena comme ça qui rattrape une Viper et qui la lâche.
Fabio Babini est un pilote très très rapide mais il conduit une des voitures les moins puissantes du plateau, mais dans ces conditions un peu difficiles, il parvient vraiment à faire la différence et à rester au contact des voitures plus puissantes que lui grâce à son pilotage et bien sûr le fait que cette petite voiture tient très bien la route aussi. Allez, on se lance à l'assaut du Raidillon, relativement impressionnant. Oui, surtout quand on ne le voit pas. Ouais, bah oui, le brouillard, il faut pouvoir faire abstraction de tout ça et se lancer quand même. La majorité des pilotes engagés sont des pilotes d'expérience ou bien professionnels et ce sont des automatismes, ils sont beaucoup moins effrayés entre guillemets que monsieur tout le monde à certaines vitesses et ils sont habitués à ce genre de situation. Alors on refait un petit point, 2h20 de course pratiquement. La Pescarolo, toujours Emmanuel Collard au volant, toujours en tête. Voilà, le meilleur tour a été fait par l'Audi de Ortelli maintenant en 2 minutes 13. À comparer à la pole en 2 minutes 6, ça veut dire qu'ils sont 7 secondes au tour moins vite que le meilleur temps des essais, à cause justement de l'adhérence qui n'est pas idéale, puisque c'est encore humide, et au fait aussi qu'on est en course avec beaucoup de trafic et dans le brouillard. L'Audi d'Ortelli toujours en 3e position. Derrière la Zytek de Nielsen elle-même à 33 secondes du leader, donc la Pescarolo. Toujours conduite par Collard pour l'heure. Alors la Lola qui a su regagner les stands. On va peut-être bonjour à tous, effectivement. Il pourra peut-être ainsi poursuivre sa route. Ils ont l'air de travailler sur le boîtier électronique qui est situé à gauche du pilote dans l'espace vide. Assez bien de voitures ont souffert de l'humidité au niveau des alternateurs notamment, dont la voiture de Vincent Voss, la voiture de Minassian aussi. C'est des choses qui arrivent lorsque la météo est un peu difficile. Ouais, la voiture de Minassian, la Zytek numéro 7 qui occupe la 10e position actuellement. Problème d'alternateur. Si on regarde son temps au tour, 2 minutes 14. Mais il roule très très vite. Ouais, c'est le 2e temps en course actuellement derrière l'Audi d'Ortelli qui a décidé, on a dit il y a quelques instants, de passer à la vitesse supérieure. Alors, très difficile de reconnaître les voitures. Le brouillard de plus en plus présent, dirait-on, sur Spa-Francorchamps. Voici la Pescarolo qui rentre. La voiture de tête. Collard va laisser sa place. On va sans doute assister à cela en direct, le changement sur la voiture de tête, changement de pilote. Les relais, 40 minutes en endurance? Non, un peu plus, 45 minutes. Alors ici, au niveau du changement, il faut savoir qu'on ne peut faire qu'une chose à la fois. Donc on ravitaille, on fait le plein et les autres mécaniciens ne peuvent pas toucher la voiture tant qu'on est en train de ravitailler. Essentiellement pour des raisons de sécurité. De sécurité en premier, et puis effectivement. Ensuite de cela, lorsqu'ils auront terminé de ravitailler, on va avoir les 2 mécaniciens qui changeront les roues. Le nombre de mécaniciens est limité aussi. Alors on, ici, on a changé de pilote, mais il y a un aide pour fixer le pilote, probablement le harnais dans la voiture. Et c'est Eric Comas qui est dans la voiture maintenant. Voilà, on change les pneumatiques. Il reste en slick apparemment, c'est la bonne décision, Marc. Absolument, oui, slick. Il faut rester en slick, puisque les conditions n'ont pas changé. Par contre, c'est toujours un peu difficile pour un pilote qui monte dans la voiture de s'adapter tout de suite aux conditions avec des pneus neufs qui ont besoin d'un peu de rodage pour être en température. Alors, ce sont tous des pilotes d'expérience. Ça va être reparti pour la Pescarolo numéro 17. Forcément, elle va perdre la tête, sans doute pour quelques tours, en attendant un arrêt éventuel de la Zytek. John Nielsen a passé le volant à son équipier. De Nielsen, la voilà, on va voir quel sera le ravitaillement le plus rapide. Tout dépend aussi de la quantité d'essence. La Pescarolo est arrêtée.
Apparemment, il a des soucis de démarrage. Il faut savoir qu'il ne peut pas être poussé. Il faut qu'il démarre par ses propres moyens. Ouais, ça pourrait être un fait de course important pour c'est très important. la Pescarolo. Les mécaniciens normalement ne peuvent pas intervenir en dehors de leur stand. Ils peuvent ramener la voiture, ils peuvent la repousser à leur stand, mais là ils ne peuvent pas intervenir sur place. En tout cas, la Zytek de Nielsen est repartie elle. Donc elle va reprendre la tête de ces 1000 km de Spa. La Zytek est motorisée comme la Pescarolo d'un moteur Judd. Judd faisait des moteurs de Formule 1 dans le temps et s'est reconverti à l'endurance. Voici la Pescarolo qui est repartie. C'est reparti. Il y a la ligne droite des cons peut-être à combler pour Pescarolo et peut-être essayer de retrouver. Un accident, une Porsche GT3 qui a fait une grosse touchette, apparemment une grosse sortie de route. Oui, c'est la Porsche 996 de Giovanni Lavaggi, la numéro 98. C'est à la fin de la nouvelle portion. On croit comme ça que sur les courses d'endurance il ne se passe pas grand chose, mais à tout moment il y a des faits de course. Soit des accrochages comme ici. Apparemment il y a de l'huile sur la piste aussi. Donc on va voir la réaction de la direction de course. La voiture est facilement garable, mais la direction de course est de sortir le safety car. Alors on fait le point une dernière fois avant de rendre l'antenne et de filer à Hockenheim pour la première manche DTM. En tête la Zytek de Nielsen, quelques secondes d'avance sur la Pescarolo alors qu'on revoit l'accrochage. Là aussi incompréhension et passage un peu en force là. Et ça va frapper sur le poste de commissaire. Donc heureusement que les commissaires sont bien protégés. La Lister a roulé dans les débris. Ça va frapper fort. Grosse sortie pour la 98. Heureusement sans mal, ni pour le pilote, ni pour les commissaires apparemment. Les commissaires sont bien protégés heureusement. Voilà, merci Marc. On prend maintenant la direction d'Hockenheim en compagnie de Gaëtan Vigneron. Thierry Tassin, 43 secondes de pub. Quant à nous, on se retrouve aux alentours de 15h45, juste après le DTM. Tout de suite, direction Hockenheim.